Combien de fois avez-vous entendu le mythe de l'argent passif? Et oui, jeune entrepreneur, dès demain, tu pourrais bien ne plus jamais avoir à travailler car l'argent travaillera pour toi. Ces recettes miracles font leur gras sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est là pour débunker tous les mythes des revenus passifs avec Richard Garnier. Salut Richard, bienvenue. Salut Caroline, merci beaucoup pour l'invitation. Avant de passer à la suite, je te présente un bon plan qui va t'intéresser. Blank, c'est le sponsor de cet épisode et c'est aussi le compte pro préféré des indépendants. C'est le parfait premier investissement pour commencer à démarrer ton activité sereinement. Non seulement leurs comptes sont accessibles à partir de 6 € par mois, mais en plus, toute l'expérience est simplifiée. Pour que l'administratif ne soit plus un casse-tête, je te donne un exemple que tu ne verras nulle part ailleurs. Tu peux automatiquement déclarer tes revenus à l'URSSAF sans sortir de l'application Blank. Je te laisse découvrir par toi-même ce qu'on t'a préparé sur cette URL et surtout, je te souhaite une bonne écoute. Richard, tu viens de sortir un livre sur la génération de revenus passifs. Ça te vient d'où, cette passion? Quand j'étais étudiant, donc j'ai fait un master en finance, je travaillais dans une banque, ça me permettait de payer mon loyer, ça me permettait de payer mon alimentation, mais ça me permettait pas de payer plus. J'avais besoin de ce petit beurre dans les épinards, comme on dit. J'ai découvert qu'en devenant actionnaire, par exemple, de grandes sociétés françaises, comme Bouygues, Sanofi, Danone, on pouvait gagner 30 € de plus à la fin du mois. Et quand on est étudiant, c'est un petit peu de riz en plus. C'est un resto, c'est un date? C'était un date McDonald's. Ouais, là c'était plus acheter des œufs. En fait, de fil en aiguille, il y a toute une autre source de revenus qui peut vous accompagner toute la vie. C'est vrai que ça va particulièrement parler aux auditeurs parce que on a tous cette problématique d'avoir l'impression qu'il y a un plafond de verre et d'être dans ce que Mark Manson appelle la rat race. C'est-à-dire que finalement, on travaille que pour gagner le droit de vivre. Comment est-ce qu'on fait justement pour commencer à sortir de la rat race? Ça a été quoi, toi, dans ton histoire personnelle, le déclic et les premières actions que tu as entreprises? J'ai travaillé en société de gestion et on racontait souvent ce calcul. On reprend l'exemple, vous avez un salaire, vous payez votre loyer, votre alimentation et les autres dépenses. Potentiellement, à la fin du mois, il vous reste 50 €. En mettant 50 € de côté, un taux, on va dire, de 10%, si vous faites ça, vous commencez à 20 ans, vous faites ça jusqu'à 40 ans. À 40 ans, sur votre compte, vous aurez quasiment 300 000 €. De quoi s'acheter 3 mètres carrés à Paris. Ou, on va dire, au-dessus de Lyon, à Mâcon, 2 appartements. Ne nous spoil pas parce qu'on va parler des techniques pour commencer facilement pour les néophytes à générer des revenus passifs. La méthode que tu vas nous partager aujourd'hui, elle s'adresse à qui? Est-ce que c'est particulièrement pour les entrepreneurs? Est-ce qu'il y a un certain seuil de revenus à atteindre? Est-ce qu'on peut le faire en étant salarié et même, pourquoi pas, salarié débordé, c'est-à-dire avec zéro temps pour se former? On peut commencer à 20 ans, on peut commencer à 40 ans. Il y a même des opportunités à 60 ans. Donc finalement, ça s'adresse à tout le monde. Pratiquement dans toutes les situations. Et la situation la plus optimale, c'est quand on est salarié. Et c'est vrai qu'en France, on est particulièrement mal éduqué là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui un si grand retard en France sur l'éducation financière et est-ce que tu l'as senti? Il y a un retard qui est parce que c'est un sujet tabou, la finance et l'argent d'une manière générale. Mais là, la tension, elle est particulièrement palpable, tout simplement parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'inflation qu'on a connu ces dernières années. Moi, je vous donne juste un chiffre. Les prix augmentent. Je vais même vous donner le prix, par exemple, de l'huile, il me semble. Sur les 2 dernières années, ça a pris plus de 20%. Raconte-nous, du coup, c'est quoi les 3 techniques qu'on peut mettre en place dès demain, qu'on soit salarié, entrepreneur, consultant, quoi qu'on fasse dans sa vie et sans connaissance finalement technique? Comment est-ce qu'on peut faire pour se lancer et commencer demain à s'enrichir et à préparer son avenir? On va développer, je pense, les 3 sujets. Dividendes, actions de croissance. Et ensuite, on fera une petite aparté sur le plan épargne entreprise. Alors, restez bien parce que quelque part, ça va bombarder. Donc, Ce teasing, les revenus passifs, on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. Est-ce que tu peux nous définir hyper simplement qu'est-ce que c'est? Il y a un type sur la planète qui touche 1 milliard de dollars de revenus passifs par an. Ce type, il s'appelle Warren Buffett. Dans les années 80, il a commencé à acheter des actions Coca-Cola. Il les a accumulées au fil du temps pendant 40 ans. Aujourd'hui, il en a un stock. Et quand on est actionnaire de Coca-Cola, on a le droit à un dividende. Le cumul de tous ces dividendes, ça fait 1 milliard de dollars pour Warren Buffett. Mais aujourd'hui, tout le monde, là, derrière ses écouteurs, derrière son écran, peut devenir actionnaire d'une société et peut rentrer exactement dans la même mécanique. Ce qui a fait la différence pour Warren Buffett, c'est pas que c'est un génie, c'est qu'il l'a fait pendant 40 ans. Donc ce qui compte, c'est la discipline. L'effet cumulé. On pourrait même parler d'effet boule de neige. La première méthode pour toi, accessible à tous, pour pouvoir générer des revenus passifs, sont les dividendes. Quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, je savais pas du tout ce que c'était et j'avais l'impression que c'était les revenus des artistes, tu sais, un peu comme les royalties. C'est intéressant parce qu'il y a un très fort lien entre entrepreneur et dividendes, parce que quand on est entrepreneur, on peut être dans l'attente que sa start-up nous donne un salaire, ou on peut avoir un salaire partiel. Et en fait, le dividende, c'est-à-dire faire travailler son épargne,
peut apporter un revenu complémentaire qui va nous permettre d'augmenter notre pouvoir d'achat et d'avoir... À condition que la société fasse du profit, évidemment. Mais aujourd'hui, vous pouvez investir, par exemple, en France, sur Sanofi, Bouygues, et donc on peut se faire un portefeuille comme ça. Ces sociétés-là, elles font de l'argent, elles font du cash, elles rémunèrent leurs actionnaires. Et donc, pendant que vous préparez votre activité de start-up, en fait, des grandes boîtes sont en train de vous rapporter un petit peu de complément de revenus. Pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas du tout en train de vous donner des conseils d'investissement. C'est des exemples que Richard nous donne seulement à titre d'exemple. On le voit de plus en plus, toutes les néobanques sont en train de nous pousser, en fait, nous simplifient l'accès aux actions des start-up. Comment est-ce qu'on peut commencer à investir sans trop se faire pigeonner? Parce que c'est aussi le risque, c'est qu'on se dit, en fait, toutes ces expériences qui nous facilitent, finalement, l'accès aux actions en bourse, est-ce qu'elles sont pas en train de gamifier le truc et au final de nous faire miroiter des choses impossibles? Il y a un péché mortel, mais il n'est pas exactement là. Ah, j'adore. Marie, elle est derrière ses écouteurs, elle est ingénieure dans le bâtiment, et elle se dit, moi j'ai un petit peu d'épargne sur le côté, c'est vrai que je devrais le faire travailler. Elle se rend dans sa banque, la Société Générale, elle voit son conseiller, elle lui dit, vous pouvez m'ouvrir un compte bourse? Le conseiller lui demande, on met quoi dessus? Elle dit, on est dans la Société Générale, on n'a qu'à acheter 5 000 € d'actions en Société Générale. Marie, elle le sait pas là, mais elle vient de commettre un péché mortel en finance. Faut jamais être à la Société Générale. On préfère la BNP. Mais je rigole. On n'est pas loin parce que là, si on regarde sur les 6 derniers mois, le cours de l'action Société Générale, il a perdu au maximum 20%. C'est-à-dire que Marie, là, elle est dans le rouge. Marie, elle est devant son écran et tous les jours, elle se dit, est-ce que je peux revenir à l'équilibre? Le péché mortel de Marie, c'est qu'elle a mis tous ses œufs dans le même panier. Il fallait pas qu'elle commence par se demander comment ouvrir un compte. Il fallait qu'elle commence en se demandant qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc là, il y a des sites comme de la boursebeacon.com où on peut poser des questions. Et là, Marie, je peux lui faire cette promesse, si Marie est derrière les écouteurs. Avec moi, elle n'aurait jamais été dans cette situation. On aurait dit à Marie, vous voulez mettre 5 000 € en bourse? On va faire 5 000 € d'Apple, 5 000 € d'Amazon, si vous voulez Société Générale. Mais ça fait pas 5 000, ça commence à faire 20 000. On les coupe en tranches de 1000 exactement, on fait un panier diversifié. Ouais, tu diversifies, c'est ça. Autant des actions que des classes d'actifs, des valeurs refuges, on fait différents paris finalement. Okay. Là, la Société Générale, elle peut perdre 20%. Ouais. Par contre, il y a peu de chances que ce soit au même temps que Apple, de l'autre côté, que ce soit en même temps que la valeur refuge. Ouais. Donc Marie, elle serait jamais arrivée dans cette situation. Tu rejoins les conseils de Jean-Pierre Nadir, on vous mettra l'épisode au-dessus sur comment investir en start-up qui dit la première loi, c'est de diversifier, absolument donc pas de paris risqués. Qu'est-ce que tu appelles une valeur refuge pour, du coup, tu nous as expliqué un petit peu les notions... Quand les marchés baissent, les investisseurs, ils ont tendance à lâcher les actions. Leur valeur baisse. Mais ils vont se réfugier vers la valeur refuge, l'or, donc ça fait monter sa valeur. Si vous, dès le départ, vous avez un pied dans chaque classe d'actifs, ça fait un jeu de vase communicant, vous sentez rien en fait. Et donc, avoir un pied dans les actions, un pied dans le monde de l'or, c'est déjà baisser le risque, on va dire, d'au moins 15%. Comment est-ce qu'on se lance dans les dividendes? Quelle somme est-ce que toi tu mettrais? Est-ce que comme dans L'homme le plus riche de Babylone, tu recommandes 10%? Tout à l'heure, tu nous as parlé de 50 €. Comment est-ce que tu fais ton calcul et comment quelqu'un là qui est en train de nous écouter peut déterminer la bonne valeur pour commencer à investir mensuellement? Alors vous aurez compris que la matière principale qui exploite cette mécanique, c'est l'épargne. Il faut mettre de l'argent de côté. Mais comme on le disait tout à l'heure, on peut commencer à 50 €. Mais on peut refaire le même calcul avec 150 €. Vous mettez 150 € tous les mois à 10%, vous le faites pendant 40 ans, ça fait presque 800 000 €. Où est-ce que tu investis? Est-ce que tu regardes des sociétés en particulier pour pouvoir garantir ces 20%? On va pas garantir et on va parler de 10%. On va faire le portefeuille à Caroline. Caroline, elle veut faire un investissement. Caroline, déjà, je pense que vous avez 30 ans. Ouais. Donc Caroline... Ah, tu m'as vouvoyé je sais pas pourquoi. On est rentré en rendez-vous en fait. Ah d'accord, ça y est, je suis ta cliente. Caroline, elle a du temps devant elle. La retraite, 60 ans, 65 ans. Donc oui, tu m'as donné 3 ans de moins. Il y a 30 ans à exploiter. Donc Caroline, elle peut faire le pari de l'innovation. Donc elle peut acheter des actions de croissance comme Netflix. Il faut savoir que Netflix, si vous l'achetiez il y a 20 ans, on va dire 1 000 € de Netflix, d'actions Netflix, aujourd'hui vous seriez millionnaire. Donc c'est des actions à ne pas négliger. C'est 40% de performance par an. Une part sur Netflix, une part sur Amazon, le pari de l'innovation. Le pari quand même de la stabilité. On va aller chercher du Pepsi, par exemple, du Coca, qui est partout à travers le monde. Oh, mais c'est pas des bons produits. On peut pas faire investir éthiquement. Si, bien sûr. On peut toujours... on peut faire le pari de la santé, Sanofi. On peut faire le pari de la valeur refuge, toujours, l'or. On pourrait même faire le pari de la révolution numérique avec 1% de crypto-monnaie, 1% de Bitcoin ou 1% d'Ethereum. Allez, on va viser la 3e économie émergente du monde, l'Inde. Et ben là, Caroline, son portefeuille, il est sur différentes zones géographiques. On va faire le pari d'LVMH, Hermès en France. Donc on est aux États-Unis, on est en Asie, on est en Europe, on est sur différents secteurs, on est sur différentes classes d'actifs. Caroline, elle est préparée pour les 30 prochaines années
et elle se met toutes les chances de son côté de faire 10% par an. Ben dis donc, j'étais pas venue pour souffrir, moi, ce matin. Mais du coup, sur le calcul de la valeur idéale à investir par mois, tu nous as dit... on est sur comment est-ce qu'on fait ce calcul-là et peut-être pour les risques averses, parce qu'il y a deux types de personnes en investissement. Il y a ceux qui sont comme moi très risques averses, c'est-à-dire moi je fais hyper attention, j'ai des livrets partout, j'ai jamais été à découvert de ma vie. Et il y a ceux qui sont sur les gros paris et qui se disent en fait moi il y a pas de problème, j'arrive à dormir même si j'ai fait un pari risqué. C'est quoi pour toi les bonnes proportions d'investissement? Mais là, Caroline, vous vous en rendez pas compte, mais moi j'ai de l'expérience. Elle vient de nous dire une contradiction assez évidente. Caroline, elle nous dit qu'elle est prudente, mais toute sa vie n'est basée que sur du risque. Puisque Caroline, elle a quand même réussi à devenir chef d'entreprise, elle a pris tous les risques et elle a travaillé dur. Donc, en fait, Caroline, elle supporte le risque. Oui, mais j'ai des livrets partout. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. En fait, si on creuse un petit peu, on verrait que Caroline, en fait, elle peut aller vers du risque, mais c'est qu'elle a jamais franchi le pas, finalement. Tu nous as parlé des actions start-up. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus là-dessus? Parce qu'on a commencé à en parler. C'est la deuxième technique que tu voulais nous donner aujourd'hui. Du coup, les actions, on va les acheter où? Vous pouvez vraiment les acheter dans votre banque traditionnelle. Il n'y a pas de loup à parler à un conseiller? J'ai jamais confiance. J'ai toujours l'impression qu'ils veulent me pousser leurs produits les plus commissionnés. Étant donné que j'ai travaillé de l'autre côté, si vous avez peur en rentrant dans le rendez-vous, je peux vous assurer que le mec derrière la table, même s'il a une cravate et un costard, il a bien plus peur que vous, en fait. Ah bon? Ouais, quand on est banquier, on transpire beaucoup plus. Donc, en fait, la pression, elle n'est pas là où vous pensez, vous avez l'avantage. Par contre, si vous sentez un petit peu comme dans le livre de la jungle, face à un serpent qui vous dit « aie confiance, c'est pas une relation saine. Ok, hyper intéressant. Moi, je me suis toujours méfiée, mais donc toi, tu dis qu'on peut pousser la porte de sa banque traditionnelle pour se lancer. La personne, elle est censée être à votre service. Si vous arrivez, vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est quoi la matrice type pour comprendre ce dont on a envie? Est-ce qu'il faut se poser des questions sur où je me vois dans 20 ans? Comment est-ce que tu définis ça ou t'aides tes clients à définir ça? La première question qu'il faut se poser, est-ce qu'à la fin du mois, je me sens confortable avec mon argent? Par exemple, je vais vous prendre le cas d'une personne qui est à la retraite. Il y a pratiquement toujours un gap entre son dernier salaire et sa pension de retraite. Oh oui, mes parents pourraient t'en parler. Les retraités passent, j'ai l'impression, 90% de leur journée à râler sur leur retraite. Et ce gap, on peut le rattraper. Si on a des actions qui versent des dividendes, ce dividende va venir comme complément de revenu, comme complément de retraite. Là, on voit qu'on est dans une situation particulière où la personne, ce dont elle a besoin, c'est pas de se projeter à 20 ans, etc., etc. C'est tout de suite, à chaque fin de mois, j'ai besoin d'un complément de revenu. Si vous avez besoin de quelque chose, on sera plutôt côté dividende. Si vous avez besoin de rien, on va pouvoir jouer la carte de la croissance, puisque finalement, vous avez déjà votre revenu, vous arrivez à en vivre. Donc, on peut y aller sur les 20-30 prochaines années, quoi. Troisième technique que tu voulais nous partager aujourd'hui, et on vous mettra tous les bonus dans la newsletter sur les sujets qu'on peut pas aborder là maintenant. Pour commencer l'entretien, tu m'as dit, Caro, il y a un truc que 99% des gens ignorent, c'est hyper méconnu, et pourtant, c'est un avantage énorme, surtout pour les salariés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, et aussi nous donner la raison pour laquelle on n'en parle pas en France, selon toi? Essayez de demander à votre RH si la société elle a mis en place un plan d'épargne salariale, et plus précisément un plan épargne entreprise. La mécanique du plan épargne entreprise, elle est ultra simple. Vous allez investir sur les marchés boursiers, accompagné par votre employeur. Dit autrement, vous allez pouvoir le choix d'acheter par exemple une action Sanofi, et votre employeur, il va en rajouter peut-être une deuxième, peut-être une troisième. Les RH en sueur en écoutant l'épisode de Marketing Square et imaginant les gens toquer à leur bureau demain matin. Non, parce que c'est un outil de fidélisation incroyable. Il y a des gens, qui le savent, des salariés, ils n'attendent qu'une seule chose dans l'année, c'est la petite enveloppe sur leur bureau, épargne salariale. Ils l'ouvrent, ils regardent ce qu'ils ont comme possibilité et ils se disent, si je mets 1000 € ici, il y a 2000 € qui vont retomber directement. Donc en fait, je fais une plus-value de 200% immédiatement. Donc pour eux, ils attendent ça comme le 13e mois. Et ils restent dans cette boîte parce qu'ils peuvent construire leur patrimoine grâce à leur employeur. Donc c'est un outil de fidélisation incroyable. Ok, mais du coup, on est un peu bloqué potentiellement dans son contrat, nous aussi. Il y a beaucoup de motifs de déblocage. De tête, il va y avoir acheter un bien immobilier, il va y avoir la fin de son travail, de son contrat de travail, il va y avoir le mariage, il va y avoir la naissance du premier enfant. Enfin, grosso modo, si vous avez 30 ans, sachant que le premier bien immobilier, il arrive vers 35 ans, vous aurez votre motif de déblocage dans le viseur, quoi. Ok, super clair. Avant de débunker un peu tous les mythes autour des revenus passifs, je te propose de passer aux questions ping-pong. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Qu'est-ce que tu fais si tu as fait des investissements immobiliers et que ça te coûte plus que ça te rapporte? Assez souvent, si vous êtes vraiment mal engagé,
Quelquefois, il vaut mieux couper et repartir sur un investissement sain. Quitte à du coup avoir dépensé de l'argent pour rien, on connaît l'effet un peu casino, irrécupérabilité de la perte, où en fait tu dis mais j'ai déjà tellement investi. Dites-vous que personne ne fait le parcours parfait, ça n'existe pas. Il faut apprendre, il faut se former. Quelquefois on essaye des choses seul, on prend du risque. Le risque n'est pas toujours payant. Autre mythe tenace, particulièrement chez les infopreneurs, j'ai qu'à lancer un blog pour générer du revenu passif avec des backlinks par exemple. Info ou intox? Tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, nous on parle d'immobilier et d'entrepreneuriat, tout ça est complémentaire. Une personne peut être salarié, avoir le fruit de son épargne, faire de l'immobilier comme on vient de dire, faire même de la défiscalisation et faire de l'entrepreneuriat. C'est quoi une défiscalisation? Tu dis ça depuis tout à l'heure, on veut savoir. Par exemple, vos impôts, ils vont être dirigés mécaniquement vers l'État, on va dire vers les enfants et les malades. Vous pouvez rediriger ce flux vers la construction de votre propre patrimoine. Donc vous pouvez utiliser vos impôts pour acheter des actions ou construire votre patrimoine. Donc en fait, là, vous rentrez dans un espèce de cercle fermé. Vous pouvez acheter des actions et ce qui va se passer mécaniquement, c'est qu'en achetant une action, si vous êtes à un taux marginal d'imposition de 30%, vous ferez une plus-value immédiate de 30%. Autre mythe, il y a besoin de beaucoup d'argent pour se lancer. Comment est-ce qu'on fait pour investir avec un tout petit patrimoine? Imaginons ton neveu, il a 10 ans et il veut commencer à se lancer, il a 10 € par mois. Je serais tenté de dire que s'il a 10 ans, il va connaître un monde que peut-être nous on connaîtra pas, que nos grands-parents ne connaîtront sûrement pas, qui va être le monde de la révolution, peut-être du numérique. Il a devant lui donc une matière première qui est fondamentale, c'est le temps. Il peut tenter un pari. Alors ça va être un peu étrange de dire ça, mais ce serait cohérent qu'un grand-père, pour aider son petit enfant, donne 10 € de crypto-monnaie en se disant peut-être que lui, un jour, il découvrira un monde incroyable et que ces 10 €, ils auront fait x10, x100 ou x1000. Donc toi, sur ces 10 € d'épargne, tu fais raquer les parents, tu lui dis garde ça pour tes goûters. Par contre, papy, il va t'ouvrir un livret avec cette somme. Exactement. J'adore. J'espère que ça vous a inspiré d'entendre Richard nous parler de générer des revenus passifs. Un bouquin génial à retrouver chez Erol Business. Richard, s'il y avait une chose que tu voulais qu'on retienne du livre, et peut-être pour donner envie à tous ceux qui nous écoutent de l'acheter, qu'est-ce que tu nous dirais? Il faut aller dans l'épargne. C'est-à-dire qu'on peut faire ce calcul. Imaginons, je ne sais pas combien coûte un paquet de cigarettes, ça doit être 10 €. On va dire par mois, une personne, elle fume 5 paquets. Ça fait 50 €. On arrête de fumer. Les 50 €, on les met à un taux de 10%. Dans 40 ans, ça fera 300 000 €. Faites un choix. Est-ce que c'est fumer ou est-ce que c'est préparer 300 000 € pour l'avenir? Ce podcast a été sponsorisé par ma mère qui a envoyé Richard pour nous faire tous arrêter de fumer. Ouais. Richard, tu nous as dit... Nathalie. Richard, tu nous as dit pour te retrouver, c'est sur delabourseaubitcoin.com. T'es pas très réseaux sociaux, mais tu iras quand même lire les commentaires sous la vidéo YouTube. Si jamais il y a des petites questions, c'est promis. Oui, bien sûr, avec plaisir, et je répondrai à tous les commentaires. Vous pouvez sur delabourseaubitcoin.com, c'est intéressant. En première page, j'écris beaucoup de livres gratuits. C'est des livres qui prennent 2 heures de lecture. Ouais. Il y a par exemple Sécuriser un revenu passif de 20 à 70 ans. Ça, c'est ton best-seller. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, ça s'adresse à tout le monde. Ouais. Et là-dedans, quand vous lisez ça, tous les retours sont « Ah ouais, en fait, je peux faire x2, x3. » Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Marketing Square. Merci Richard d'être venu nous voir depuis Genève. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square. Avec plaisir. Ciao.